Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce mercredi 10 août. « 42 soldats maliens tués, c'est le dernier bilan de l'attaque perpétrée le 7 août dans le camp militaire de la commune de Tessit, situé dans la zone dite des Trois Frontières. L'entité sioniste poursuit ses exactions à l'encontre des Palestiniens après les raids de la bande de Gaza. Les colons multiplient les envahissements de la mosquée Al-Aqsa sous la protection des forces d'occupation. Élargissement de l'OTAN, le président américain Joe Biden paraphe la ratification par les États-Unis des adhésions de la Suède et de la Finlande, motivées par le conflit russo-ukrainien. Et 1,3 milliard de livres de factures d'électricité impayées au Royaume-Uni, un record dû à l'explosion du coût de la vie, une dette devant encore augmenter dans les mois à venir. Bonsoir à tous. Au Mali, le bilan s'est alourdi à la suite des attaques perpétrées le 7 août dans le camp militaire et la commune de Tessit, située dans la zone dite des Trois Frontières entre Mali, Burkina et Niger. Les attaques coordonnées qui ont visé les forces armées maliennes, FAMA, auraient fait au moins 42 morts parmi les soldats, selon un document émanant du commandant Koli Sissoko qui circule sur les réseaux sociaux. Au moins 4 civils auraient également perdu la vie. L'armée malienne impute ces violences au groupe terroriste Daesh au Grand Sahara. Et violence au Burkina Faso, 15 soldats burkinabés ont été tués hier lors d'une double attaque à l'engin explosif commise par des terroristes dans le nord du pays. Selon l'état-major des armées, cette double attaque s'est produite sur l'axe Bourzanga-Djibou dans la région du centre-nord. Et 2 policiers ont été tués et plus de 800 détenus se sont évadés dans la nuit d'hier pendant l'attaque d'une prison par des miliciens dans l'est de la République démocratique du Congo. Selon le porte-parole de l'armée à Beni, un groupe Maï-Maï non identifié a attaqué la prison centrale de Kakwangora dans la ville de Butembo. La RDC, où le secrétaire d'État américain Anthony Blinken était en visite, il a évoqué les préoccupations des États-Unis après des informations dites crédibles faisant état d'un soutien du Rwanda à une rébellion qui a ressurgi dans l'Est congolais. Il s'exprimait en conférence de presse à l'issue d'un tête-à-tête avec le président congolais Félix Tshisekedi. Après sa visite d'une journée à Kinshasa, Blinken s'est envolé pour le Rwanda, dernière étape de sa tournée africaine. Dans l'actualité également, le président de la République arabe sahraoui démocratique, Brahim Ghali, a appelé à une nouvelle fois le Conseil de sécurité de l'ONU à assumer ses responsabilités et mettre un terme à l'obstination de l'État d'occupation marocain, soulignant que la situation actuelle ne ferait qu'attiser les tensions et entraîner la région vers l'explosion. Amin Touta. En marge des travaux de la 7e session du secrétariat national du Front Polisario, le président sahraoui Brahim Ghali a affirmé que l'occupation marocaine sur les territoires du Sahara occidental ne fait que saper les efforts de la communauté internationale pour régler le conflit. Dans ce registre, Brahim Ghali a réaffirmé la disponibilité du Front Polisario à coopérer avec les Nations Unies pour la décolonisation de la dernière colonie africaine, soulignant que toute solution au conflit ne peut sortir du cadre clair et précis qui garantit le droit inaliénable du peuple sahraoui à l'autodétermination. Dans cette intervention, le président sahraoui est revenu sur le cas des détenus de Gdimizik, en appelant à la solidarité et l'entraide avec eux et leurs familles, se disant fiers de la population sahraoui qui se trouve dans les territoires occupés, qui fait face à de graves violations des droits de l'homme.
L'ultime colonie du continent, le Sahara occidental, est classée par l'ONU comme territoire non autonome, dont les négociations entre les deux parties du conflit sont au point mort depuis 3 ans. Après les événements de la zone El Guerguerat en 2020, le cessez-le-feu a été rompu après presque 30 ans d'accords sous l'égide de la délégation onisienne la MINURSO chargée du référendum pour le Sahara occidental. Et dans le dossier palestinien, le Caire s'est révélé médiateur incontournable en coulisses pendant la dernière agression des forces de l'occupation sioniste sur les habitants de la bande de Gaza. Une influence qui s'instaure au fil des ans, mais qui met l'Égypte dans le rôle du parrain difficile, car nul ne l'ignore, en dépit d'une trêve précaire, les deux parties se préparent d'ores et déjà à d'autres futures batailles. Karim Bouaziz. 5 jours de frappe sur l'enclave gazaoui avec son lot de victimes. Ce sont 44 Palestiniens, dont 15 enfants. Une trêve a été paraphée avec comme garant l'Égypte, mais pour combien de temps ? Comme à l'accoutumée, les deux camps revendiquent la victoire. Les combattants palestiniens avancent le chiffre de 600 roquettes tirées et ont imposé la libération prochaine lors des négociations du Caire de 2 soldats palestiniens. Pour Sion et son premier représentant, il s'agit surtout d'une opération de communication sur le dos des Palestiniens. Yair Lapid ferait face à la température des urnes en novembre prochain. Et quoi de mieux qu'une guerre pour se doter de stature d'homme fort ? À savoir, ce que tous ses prédécesseurs ont fait avec les résultats que l'on connaît. Ce qui prouve bien l'échec colossal de la politique sécuritaire de ce régime d'apartheid. Depuis la seconde intifada dans les années 2000, l'entité sioniste est à peu près à sa 10e croisade. Malgré les morts des deux côtés, surtout palestiniens, on pressent de futures échauffourées d'ogives en tout genre déchirant le ciel de Gaza. Et comme à chaque fois, on peut d'ores et déjà deviner le communiqué de l'armée d'occupation sioniste faisant état de succès avec des cibles atteintes et un énième groupe armé palestinien neutralisé. Que nenni ! Des mystifications dont Sion n'a pas son pareil, elle qui ne peut ignorer que les futures guerres sont déjà en lice. Tout bonnement, que cela soit à Gaza ou en Cisjordanie, ce sont 2,5 millions de personnes qui ploient sous un système d'occupation, en plus d'un blocus sur les différentes denrées qui a plus de 15 ans, dénoncé d'ailleurs par les statuts de Rome ou les conventions de Genève. Des terres palestiniennes grillagées et pourtant une centrifuge illimitée de soldats pour le martyr. Et Sion ne peut ignorer cette constante anthropologique. Et à partir de cet état de fait, aucune médiation ou autre mouture juridique internationale ne pourrait infuser de l'accalmie à un système inique. Le calme est revenu à Gaza en linceul après 5 jours de violence, mais on voit déjà la future guerre se préparer. Et je vous en parlais en titre. Pendant ce temps, on assiste à une poursuite des provocations de l'occupant sioniste à l'égard des Palestiniens. Des dizaines de colons ont pris d'assaut ce mercredi la mosquée d'Al-Aqsa sous la protection des forces d'occupation. Les colons ont envahi la mosquée sainte, effectuant des tours de provocation dans ses esplanades. L'occupation sioniste a renforcé sa présence militaire, déployant des forces spéciales dans la ville d'Al-Quds occupée, en particulier dans la vieille ville et à proximité d'Al-Aqsa, tentant d'empêcher les Palestiniens de pratiquer leurs droits de culte, alors que les colons sont autorisés à pratiquer librement le rituel talmudique. Coopération, le soutien de l'Algérie à la cause palestinienne a été réitéré à Konya en Turquie par le Premier ministre algérien Ayman Ben Abdelrahman lors d'un entretien avec le Premier ministre palestinien Mohamed Chtaya en marge de la participation du Premier ministre en sa qualité de représentant du président Abdelmadjid Tebboune à la cérémonie d'ouverture de la 5e édition des Jeux de la solidarité islamique. Lors de la rencontre, Ben Abdelrahman a souligné à son homologue palestinien la détermination du président Tebboune à garantir la réussite du prochain sommet arabe prévu à Alger, où la question palestinienne constituera le principal point.
Par ailleurs, le Premier ministre algérien a affirmé à Konya que les relations algéro-turques connaissent une importante évolution conformément aux orientations des présidents des deux pays. Ayman Ben Abdelrahman, qui a été reçu à Konya par le président turc Recep Tayyip Erdogan, à qui il a remis un message du président Tebboune évoquant plusieurs dossiers liés essentiellement à l'économie et aux investissements. Avec l'Azerbaïdjan cette fois, l'Algérie a signé deux accords. Le premier ayant trait à la création d'un mécanisme de consultation politique entre les deux pays, tandis que le deuxième vise à dispenser les titulaires de passeports diplomatiques et de missions des visas d'entrée aux deux pays. Des accords signés à la faveur de la visite qu'effectue le ministre algérien des Affaires étrangères à Bakou en qualité d'envoyé spécial du président Abdelmadjid Tebboune. Ramtal Mamra s'est entretenu notamment avec son homologue azerbaïdjanais sur l'état et les perspectives des relations de coopération entre les deux pays et les moyens de leur consolidation dans tous les domaines. Les deux chefs de la diplomatie se sentent félicités de la convergence de vues ayant marqué les discussions autour de plusieurs questions internationales, soulignant leur détermination à déployer tous les efforts nécessaires au double plan bilatéral et multilatéral en vue de la concrétisation de leur volonté commune à appuyer la paix et la sécurité internationale conformément au principe de la légalité internationale. À noter enfin que le chef de la diplomatie algérienne vient d'être reçu par le président azerbaïdjanais. Et les Kenyans attendent avec impatience les résultats des élections tenues la veille dans le calme pour savoir qui du vétéran Raila Odinga ou du vice-président sortant William Ruto sera leur prochain président. Ces deux favoris sur les 4 candidats en lice ont assuré durant la campagne qu'ils respecteraient les résultats. Même s'il n'y a pas beaucoup de monde en ville, je vois des signes de paix. Les gens ont voté pacifiquement sans retourner au travail. Et je vois le Kenya aller de l'avant. Il y aura la paix. Jusqu'à présent, il n'y a pas de combat. Je n'ai entendu parler d'aucun problème où que ce soit. Même s'ils n'ont pas annoncé le vainqueur, j'exhorte les jeunes à rester calmes et à maintenir l'ordre. Nous espérons le meilleur et la paix. Nous avons seulement besoin de la paix. Que vous travailliez ou non, la paix est très importante. Vous vaquez à vos occupations et nous avons besoin de la paix de l'esprit et de la paix dans le pays. C'est très important encore une fois. Peu importe le vainqueur, nous le suivrons. Direction l'Irak à présent où le Premier ministre Mustafa Al-Kadhimi a donné ce mercredi le coup d'envoi pour la reconstruction de l'aéroport de Mossoul, toujours désaffecté 5 ans après la défaite des terroristes du groupe Daesh chassés de la métropole. La reconstruction progresse lentement à Mossoul et des pans entiers de la cité sont toujours en ruine. Je vous en parlais en titre, élargissement de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Le président américain Joe Biden a paraphé la ratification par les États-Unis des adhésions de la Suède et de la Finlande à l'OTAN, un élargissement de l'alliance qui répond au conflit russo-ukrainien. Today, we take another important step. Aujourd'hui, nous franchissons une nouvelle étape importante vers l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN. Ensemble, les États-Unis, la Finlande et la Suède vont demeurer vigilants face aux menaces qui pèsent sur notre sécurité commune et dissuader toute confrontation et affronter toute agression ou menace d'agression qui pourrait se présenter. Et j'exhorte les alliés restants à achever leur propre processus de ratification aussi rapidement que possible. On reste aux États-Unis où Donald Trump est entendu sous serment ce mercredi dans le cadre d'une enquête au civil sur des soupçons de fraude financière au sein de son groupe. Trump Organization a annoncé qu'il avait refusé de répondre aux questions du bureau de la procureure générale de New York, disant à nouveau être victime d'une chasse aux sorcières.
Industrie des semi-conducteurs, les États-Unis tentent de court-circuiter les pays asiatiques. Le président américain Joe Biden a signé une loi qui débloque 52 milliards de dollars de subventions pour relancer la production de ces minuscules composants électroniques à la base de toute industrie technologique. Cette industrie échappe de plus en plus aux Américains, prêts à tout pour récupérer ce secteur et pour gagner la compétition économique du 21e siècle. Kherdim Batash. 600 milliards de dollars. Telle était la taille du marché mondial des semi-conducteurs en 2021. De toutes petites puces électroniques indispensables à vos smartphones, ordinateurs ou encore voitures. C'est pour autant dire l'oxygène de l'informatique. Une industrie toutefois trustée par quelques entreprises seulement. Un monopole qui cristallise la rivalité entre Washington et Pékin. Une rivalité qui justement pousse les Américains à adopter le CHIPS Act, une nouvelle loi sous forme de package prévoyant quelques 52 milliards de dollars d'aide consentis à la construction d'usines de semi-conducteurs aux États-Unis. Ce financement accru de la recherche et du développement permettra aux États-Unis de dominer le monde dans les industries du futur, de l'informatique quantique à l'intelligence artificielle, en passant par la biotechnologie avancée. C'est donc encore une fois une histoire d'hégémonie, une marotte chez les Américains qui ne veulent pas voir leur adversaire chinois prendre le large en matière de monopole sur l'industrie des semi-conducteurs. Objectif affiché, assurer la relocalisation sur le sol américain de tout ou partie de la chaîne de valeur, quitte à irriter au plus haut point le dragon chinois. Car entre les deux puissances économiques, l'on retrouve le leader mondial du secteur, le taïwanais TSMC, un mastodonte qui accapare à lui seul 53% du marché mondial, d'où l'accroissement de l'intérêt américain pour la province chinoise, au-delà des considérations géopolitiques avancées par l'administration américaine, selon certains observateurs. Et pour cause, lors de sa dernière visite controversée à Taipei, la présidente de la Chambre des représentants américaine Nancy Pelosi a rencontré un certain Mark Liu, qui n'est autre que le président de TSMC. Guerre de souveraineté économique oblige, les États-Unis démontrent encore une fois toute leur disposition à s'engager dans des conflits extraterritoriaux dès que le pronostic vital de l'un de leurs secteurs stratégiques est engagé. Un constat soutenu d'abord par les chiffres. Selon les données du Comtrade, la valeur jumelée des exportations de puces électroniques de Taïwan et de la Chine a atteint en 2020 les 237 milliards de dollars contre 44 milliards pour les États-Unis. À noter que la valeur des exportations du triumvirat Chine, Hong Kong et Taïwan représentait en 2020 près de 400 milliards de dollars, soit environ la moitié du total mondial. Et transition toute faite pour parler justement des tensions sino-taïwanaises. L'armée chinoise a effectué de nouveaux exercices aériens et maritimes autour de Taïwan. Pékin a promis ce mercredi une tolérance zéro pour les activités séparatistes à Taïwan et a réaffirmé qu'elle prendrait l'île autonome par la force si nécessaire. Au cours de cette opération, nous nous sommes concentrés sur le combat aérien à distance de visibilité supérieure pour tester nos capacités de connaissance de la situation, de prise de décision tactique et d'application des techniques de combat dans un environnement électromagnétique complexe, afin de nous assurer que nous pouvons détecter, attaquer et frapper l'ennemi en premier. Et dans ce contexte de tensions croissantes en Asie, le Premier ministre japonais Fumio Kishida, à la popularité vacillante, a remanié ce mercredi son gouvernement, changeant notamment de ministre de la Défense en pleine controverse sur les liens entre son parti et un groupe religieux depuis l'assassinat de l'ancien dirigeant Shinzo Abe. La situation en matière de sécurité devient de plus difficile à gérer et nous n'avons pas de temps à perdre. D'ici la fin de l'année, dans cette situation, la nouvelle stratégie de sécurité nationale sera formulée et les capacités de défense du Japon seront fondamentalement renforcées d'ici 5 ans.
Inflation en Europe, le ministre allemand des Finances Christian Lindner a annoncé ce mercredi que Berlin allait adopter une série de mesures fiscales d'un montant de 10 milliards d'euros en 2023. Le gouvernement se retrouve contraint d'agir face au renchérissement des prix, notamment ceux de l'énergie. Für viele Menschen ist das tägliche Leben sehr viel teurer geworden. Pour de nombreuses personnes, la vie quotidienne est devenue beaucoup trop chère. Nous craignons une hausse des prix du gaz, de l'énergie et des denrées alimentaires. Parallèlement, les perspectives économiques de notre pays sont devenues fragiles et les pronostics de croissance économique doivent être revus à la baisse. Nous sommes donc dans une situation où il faut agir. En plus de l'augmentation du coût de la vie liée à l'évolution des prix du gaz, par exemple, 48 millions d'Allemands risquent de subir une hausse massive des impôts au 1er janvier. Eine massive Steuererhöhung zum 1. Januar. Et le coût de la vie a également explosé au Royaume-Uni, où les factures d'électricité, je vous le disais en titre, impayées ont triplé sur un an pour atteindre 1,3 milliard de livres. Un record d'après le site comparateur Uswitch. Cette dette devrait encore augmenter car les tarifs d'électricité doivent subir de nouvelles augmentations importantes dans les mois à venir. La Norvège entame une opération de recyclage des anciennes plateformes pétrolières. Au total, quelques 40 000 tonnes de matériaux attendent d'être recyclés. Le pays souhaite réduire ses émissions de gaz à effet de serre et ainsi redonner une nouvelle vie aux vieilles infrastructures. Mohamed Wali Ben Shaban. En Norvège, les anciennes plateformes pétrolières auront une seconde vie. Au sud-ouest du pays, 3 gigantesques plateformes désaffectées se dressent sur les quais de Stord, où elles sont démontées petit à petit jusqu'à 98%. 40 000 tonnes d'acier seront réexploitées dans l'économie circulaire. Nous avons devant nous des plateformes pétrolières de la mer du Nord. Elles sont arrivées au terme de leur durée de production offshore et elles sont amenées ici pour que l'on puisse en toute sécurité les démonter et les débarrasser de tous les matériaux et déchets qui la composent de façon méthodique en essayant d'en recycler un maximum. L'acier trié et découpé en petits morceaux sera livré à des professionnels de recyclage. Nous allons enlever tous les déchets électriques, tous les déchets toxiques, puis nous allons retourner le module et utiliser des machines pour le mettre en pièces. Ensuite, nous pourrons fabriquer des nouveaux produits en acier, mais aussi avec tous les autres matériaux. Des dizaines de milliers de tonnes d'acier de haute qualité susceptibles d'être réutilisées dans les nouvelles infrastructures. Si vous vous intéressez au niveau mondial, il y a probablement près de 10 000 installations qui vont à un moment donné devoir revenir au port. Rien qu'en mer du Nord, nous pensons que c'est près d'1 million de tonnes qui doivent être mis hors service dans les 5 à 10 ans. L'enjeu environnemental est désormais majeur. Selon diverses estimations, 1 kilo d'acier recyclé représente entre 58 et 70% d'émissions de gaz à effet de serre, en moins qu'1 kilo d'acier tout neuf. Direction l'Afghanistan, à présent, où un bilan s'impose aujourd'hui, un an après la prise de Kaboul par les talibans et le retrait des troupes américaines du pays. Quelle place y occupent aujourd'hui les droits humains et les droits de la femme? Où se situe l'économie du pays? Élément de réponse avec Safwan Ben Sabri. Visage caché de peur des représailles, elles sont plusieurs à avoir choisi de refuser le chemin de l'ignorance. Ces Afghanes en âge d'aller à l'école continuent à ouvrir leurs cahiers vaille que vaille. Elles étudient les mathématiques, l'anglais ou encore la littérature, une façon pour elles de protester contre le régime des talibans qui, après quelques brèves hésitations, a interdit l'éducation pour les filles. Il y a un an, presque jour pour jour, l'effondrement du gouvernement et de l'armée afghane ainsi que le retrait précipité des forces américaines laissent le champ libre aux talibans qui mènent une offensive fulgurante sur le pays. Les États-Unis, partis en croisade contre le terrorisme en 2001, laissent un pays dans un état de chaos total. Les plus chanceux arrivent à s'échapper du pays alors que d'autres se retrouvent acculés dans un état sans droit.
Le 17 mai 2021, le régime annonce la dissolution de la Commission des droits de l'homme, un organisme qui surveillait notamment les violences commises contre la population. Les interdictions pleuvent sur les Afghans et les Afghanes, les activités culturelles et sportives n'ont plus de droit de cité. Privé de l'aide internationale qui portait le pays à bout de bras, le pays plonge dans une grave crise financière et humanitaire et voit son chômage exploser. Selon l'ONU, plus de la moitié de la population, soit environ 24 millions d'Afghans, sont menacés d'insécurité alimentaire. Ce pays que certains surnomment le cimetière des empires a désormais bien du mal à retrouver un semblant de stabilité. Place au sport à présent, tout d'abord, et concernant les Jeux de la solidarité islamique 2022 qui se déroulent à Konya en Turquie. Le hurdleur algérien Amin Bouanani a décroché la première médaille d'or algérienne en dominant ce mercredi la finale du 110 mètres haies avec un chrono de 13 secondes 21, synonyme d'un nouveau record d'Algérie et des Jeux. Avec cette nouvelle médaille, l'Algérie porte à son total à 3 breloques après celle en bronze remportée sur 400 mètres haies et une autre en concours de lancer de marteau. Football, la CAF a officialisé ce mercredi le lancement de la Super League africaine à partir d'août 2023 jusqu'à mai 2024. Une compétition qui doit marquer le début d'une nouvelle ère pour le football africain. La Super League africaine est l'un des développements les plus excitants de l'histoire du football africain. L'objectif en termes de ce que nous essayons d'atteindre est très clair. Le principal est de s'assurer que le football africain est de classe mondiale, qu'il rivalise avec les meilleurs du monde. Il y a un besoin en Afrique, il y a aussi un besoin dans de nombreuses autres parties du monde, d'amener le football en club au niveau supérieur. Pour cela, il est important d'être innovant, d'avoir de nouvelles idées, de nouveaux projets et les mettre en œuvre. En parlant de football, le Real Madrid, vainqueur de la Ligue des Champions, s'élancera ce soir à l'assaut de la Supercoupe de l'UEFA contre l'Eintracht Francfort, sacré en Ligue Europa, avec l'envie de débuter sa saison par un premier trophée. Gagner les 6 compétitions n'est pas une mince affaire. Tout ce que nous pouvons faire, c'est nous battre pour cela. Et nous allons certainement donner le meilleur de nous-mêmes. Je ne sais pas si nous les gagnerons toutes. Bien sûr, ça sera très difficile. Nous avons une très bonne équipe. J'ai confiance en tous les joueurs. Compte tenu de ce que nous avons fait l'année dernière, je pense que l'équipe est encore meilleure aujourd'hui. No está en mi cabeza eso, pero cada año... Il y a des trophées à gagner chaque année, alors c'est ce que je vais essayer de faire, c'est ce qui est le plus important. Je rêve de ce genre de choses, j'insiste toujours sur l'importance de l'équipe et de la victoire collective, puis les récompenses individuelles viennent en second lieu. Le plus important est d'avoir du succès en tant qu'équipe. J'espère que nous pourrons gagner encore plus de choses ensemble. Ganar otra vez más cosas. Je l'ai déjà dit et je le répète, l'âge n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est ce que vous montrez sur le terrain. C'est le plus important. Il ne faut pas regarder l'âge. Je me sens très bien sur le terrain en jouant au football. Je parle à l'entraîneur tous les jours, mais nous n'avons pas encore parlé de cela. L'entraîneur sait que j'aime jouer et je me sens mieux quand je joue. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers les réseaux sociaux en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellente soirée.